Monsieur le Président, je ne parlerai que de deux points essentiels. Point que je considère comme étant mot de l'Afrique toute entière, y compris la Guinée, a souffert. Pourquoi? Donc, tout au long de ma plaidoirie, je m'efforcerai à répondre à cette question. Pourquoi nous avons tant souffert? Pourquoi l'Afrique, y compris la Guinée, a tant souffert? Mais pour le faire, Monsieur le Président, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Ce devoir, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, c'est de remercier tout d'abord et particulièrement Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Oui, parce que c'est sa volonté politique qui nous a permis de voir la tenue de ce procès, tant attendu par le peuple de Guinée. Toute une question de volonté politique. Parce que son prédécesseur, lui, il disait qu'il assume tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons subi comme mal. Il assume tout, de l'indépendance à nos jours, 5 juillet, Kambouaro, etc., il assume tout. Mais lui, Mamadi Doumbouya, le général, par sa volonté manifeste de voir les Guinéens réconciliés et faire face à l'objectif commun, c'est le développement, il a accepté qu'il y ait ce procès, qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le Président, mes remerciements vont inéluctablement à votre tribunal, à vous particulièrement, à vos assesseurs. Oui, Monsieur le Président, plus d'un an, tout au long du débat, vous avez été sage, serein. Vous avez fait preuve, Monsieur le Président, d'équité, d'impartialité, toutes choses qui caractérisent votre tribunal. Que vous en soyez vivement remerciés. Aux représentants du ministère public, au parquet, aux impériaux de poursuite, grâce aux efforts desquels nous avons aujourd'hui toutes ces personnes renvoyées devant votre tribunal. Qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le Président, à vos greffiers, qu'on considère comme étant les poumons de la juridiction répressive, du tribunal criminel, c'est eux qui notent tout. Sans eux, ce procès ne pourrait se tenir. Monsieur le Président, il y a également mes confrères de la défense, de la partie civile, et même, Monsieur le Président, une association des victimes des événements du 28 septembre, qu'on appelle AFI10. Mais, Monsieur le Président, je ne voudrais pas finir sans vous rappeler la présence d'une personne dans cette salle, sans laquelle on ne pouvait aussi tenir ce procès. On allait avoir toutes les difficultés du monde. C'est le traducteur. Il est là. Du jour au jour, il est là avec nous, du matin au soir. Qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le Président, comme je vous avais dit à l'instant, je ne parlerai que de deux points. Deux points qui constituent mon essentiel dont l'Afrique, y compris la Guinée, a souffert. Le premier mot, c'est la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. 14 grandes puissances européennes se sont mobilisées pour se partager l'Afrique comme un gâteau. Beaucoup d'Africains ont pensé que notre malheur vient de là. C'est le premier point. Le deuxième point,
Après eux, les colonisateurs, Monsieur le Président, il y a eu nos nouveaux maîtres. Les nouveaux maîtres, c'est qui, Monsieur le Président? C'est ceux qui ont dirigé l'Afrique, nos pays, après les indépendances. C'est nos chefs d'État. Donc, y compris le président capitaine Moussa Dadis Camara, qui a bien géré ce pays, qui a commandé dans ce pays, qui a été chef de l'État, commandant en chef des forces armées, pendant environ 1 an. Donc, voyez-vous comment je veux, de l'introduction, venir au développement, parler des événements du 28 septembre, Monsieur le Président, parler du président, l'ancien président, M. Moussa Dadis Camara. Et dans ce développement, dans ces détails-là, je parlerai des faits, des atrocités qui ont été commises, de la d'immensité, de l'étendue, de la cruauté des faits qui ont été commis sous son commandement, le commandement de M. Moussa Dadis Camara, président d'alors, chef des forces armées, commandant en chef des forces armées guinéennes à l'époque. Je vous parlerai de la responsabilité personnelle de chacun d'eux accusés ici, Monsieur le Président. Et tout cela va déboucher sur une conclusion qui vous fera lire le paysage de mon cœur, qui vous fera lire mon rêve, celui de voir les Guinéens réconciliés, soudés, unis, solidaires, et qui finalement feront face à un seul objectif, celui du développement global et multiforme. Parce que les autres pays, même voisins, même limitrophes, Monsieur le Président, commencent même à se partager le cosmos. Nous, nous sommes là avec des querelles intestinales, avec l'antipathie de ses voisins, de ses compatriotes, avec des idées noires qui nous amènent même à tuer nos concitoyens, à les enterrer vivants. C'est dommage. Pour commencer donc avec le premier point, Monsieur le Président, acceptez que je vous lise tout simplement, mais très sagement, ce petit texte poétique mais pathétique. D'un Français, oui, de nationalité, mais de père sénégalais et de mère camerounaise, Monsieur le Président, et qui est né en 1927 à Bordeaux. Il disait, parce qu'il était là-bas, il disait dans son texte poétique intitulé « Mon Afrique », il disait « Afrique ». Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que sentait ma grand-mère au bout de son fleuve lointain. Attention Afrique, je t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein aujourd'hui de ton sang. Ton beau sang noir à travers le sang répandu. Le sang de ta sœur. La sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Oh Afrique, dis-moi Afrique, est-ce toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à gébris rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste jaune, cet arbre là-bas, seul, splendidement seul, au beau milieu de fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse impatiemment. Et dans le fruit, on peut appeler la mer saveur de la liberté. Fin de citation. Monsieur le Président, dans ce texte poétique mais pathétique, il a exprimé de façon détaillée son chagrin, sa haine contre le mot de l'Afrique a souffert, notamment la colonisation. Mais tout ça s'est passé. Je viens au deuxième point, le nouveau maître. Parce que si hier on pensait que nos problèmes venaient de là-bas, mais aujourd'hui ils sont partis, on a acquis l'indépendance. Et en 1960, la plupart des États africains ont accédé à l'indépendance, notamment notre pays, notre beau pays, la Guinée, en 1958. Qu'est-ce qui s'est passé de là jusqu'à maintenant? Je n'entrerai pas dans les détails, Monsieur le Président, pour vous épargner une longue écoute.
Monsieur le Président, quand les nouveaux maîtres sont venus, ils ont installé la désolation, ils ont installé la tristesse, la gabegie, la corruption, le détournement des deniers publics, la prostitution, la peur, la terreur, l'angoisse et même la mort. Et même la mort. Et même la mort. Parce que si avec le premier dirigeant de la Guinée après l'indépendance, nous avons connu un bilan qui se chiffre environ à 50 000 victimes, lui au moins on a une idée par rapport au nombre. Mais par rapport au capitaine, au président capitaine, Moussa Camara, on ne connaît pas le nombre de victimes. C'est ça mon problème. C'est ce qui me ronge, Monsieur le Président. Si avec le feu général Lansana Conté, on a connu 2006-2007 plus de 20, plus de 200 victimes, si avec le professeur, on a connu un cimetière de plus de 100, 200 enterrés, mais lui, le capitaine, Monsieur le Président, on n'a pas une idée du nombre. On n'en a pas. Malgré qu'il y a eu des commissions nationales et internationales d'enquête, on n'a pas pu avoir le nombre exact de victimes. C'est là mon problème. C'est ce qui me range aujourd'hui, Monsieur le Président. Et je vous en parlerai avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Monsieur le Président, après la mort du général Lansana Conté, le président capitaine Moussa Dadis Camara, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, je veux le préciser, a pris le pouvoir avec son équipe du CNDD. Du CNDD. En prenant le pouvoir, Monsieur le Président, ils nous ont tout promis. Il a pris des engagements nobles pour le pays, pour la Guinée. Et nous avons déjà compris que c'est lui qui est à la tête du groupe du CNDD. C'est lui le président, parce que c'est lui qui a fait la déclaration de prise effective du pouvoir. Et pendant les jours qui ont suivi, il a tenu vraiment des promesses. La jeunesse était fière de lui. Tout le monde l'a acclamé. Parce qu'il disait que toute une question de génération. C'est générationnel. Ce que nos aînés ont fait, ce qu'ils ont travaillé pour le pays, c'est bon, nous allons prendre notre destin en main. Tout le monde était fier. Mais, Monsieur le Président, c'était un espoir raté. Ça n'était qu'un espoir raté. Parce que il a commencé directement, Monsieur le Président, à installer, à faire l'humiliation, des menaces, des arrestations, des détentions arbitraires, de braquage. Et ce qui est bizarre, il n'a épargné personne. Personne. Même les hauts magistrats ont été humiliés. De grands procureurs ont été arrêtés pendant qu'ils étaient en fonction dans leur bureau. Tout cela s'est passé sous son temps, pendant qu'il était le commandant en chef des forces armées guinéennes, pendant qu'il était le président de la République, le premier magistrat. C'est dommage, c'est regrettable. Monsieur le Président, lui-même, il disait qu'on n'avait pas pris le pouvoir au hasard. C'est lui qui le disait. C'est vrai. Parce qu'au cours des débats, ici, nous avons compris qu'il lui a fallu une longue préparation. Pendant que le feu général Lansana Conté vivait, lui, il était en train de se préparer. Nous avons compris comment il a eu les moyens financiers pour se construire une troupe derrière lui, pour faire sa préparation. Et à un moment d'ailleurs, il s'est tellement bien préparé, à la tête le colonel Pivi, qui était là devant, pour affaiblir toute autre personne, toute autre force du régime du feu général Lansana Conté. Il a compris qu'il lui manquait un autre élément.
parce qu'il avait entendu parler de notre homme, qui était pourtant médecin, cardiologue. Il a tout fait pour avoir ce dernier élément. Je vous en parlerai au moment de l'administration des preuves. C'est qui? Monsieur le Président, dans les préparatifs du président capitaine Moussa Dadis Camara, il a semé la terreur. Il a semé la terreur. Et ça, le général Lansana Conté vivait, paix à son âme. Il vivait. Il a eu la mutinerie. Nous le savons. La revendication des militaires. Puisque le capitaine avait de l'argent, il avait obtenu un poste important qui lui permettait d'avoir de l'argent. Poste obtenu grâce à l'implication du fait Ousmane Conté, à qui d'ailleurs on avait promis qu'après son père c'est lui. Quand il a eu suffisamment d'argent, il s'est fait une troupe. Alors, je disais tout à l'heure, il a commencé à cibler tous les points saillants, tous les points craintifs des hommes forts pour cesser à les affaiblir. Le général Kolka a reçu une balle à l'aéroport. C'était dans le cadre des préparatifs. On est même allé, Monsieur le Président, violer une nièce du fait général Lansana Conté. On en a parlé ici. Le capitaine même a reconnu que lui, il est allé présenter même des excuses. Ils sont allés incendier le domicile du général Baylo. Ce débat, il a été acquis au débat ici avec le colonel Pivi, que ça a été fait. Il était à la tête, lui, colonel Pivi. Beaucoup de domiciles. Le meuble de M. Wouri Biredi a été payé par un élément de son groupe, M. colonel Pivi. Tout cela, c'était dans les préparatifs. Monsieur le Président, quand ils ont pris le pouvoir, après le décès du feu général Lansana Conté, et comme je l'avais dit à l'entame, les Guinéens attendaient de lui une justice équitable, sans laquelle aucun développement n'est possible. Mais il a pris cette justice, il l'a installée au camp Alpha Yaya. Tous les Guinéens savent que nous, les avocats, nous avons été les premiers à se lever pour protester. On est allé le rencontrer au camp Alpha Yaya là-bas. Nous avons protesté. Et finalement, il a compris que c'est très sérieux. Il a démis le monsieur qui occupait le chargé de conflit là. Monsieur le Président, quand ils ont pris le pouvoir, pendant les mois qu'il a géré le pays, les Guinéens ont trop souffert. Parce qu'il y avait des braquages partout. Partout. Tu n'osais pas sortir avec une voiture neuve, belle. On t'arrête, on te fait descendre, on récupère la voiture. Même une femme belle n'osait pas sortir, que ce soit la journée ou la nuit. On la prend, on la met dans une pick-up directement au camp. On la garde là-bas. On la garde là-bas. Les Guinéens ont vécu dans l'insécurité totale, de l'angoisse, de la terreur. J'ai vu un jour, Monsieur le Président, j'étais même au cas là-bas à la recherche d'un client qui a été interpellé par les services du colonel Pivi. Mais il y avait une discussion chaude chez eux. Parce qu'il disait que non, il venait lui d'arrêter le président de Diamantaire, Elhadj Daouda, je ne sais pas si c'est comme ça. Il disait que non, puisque le colonel Thiegoro est allé prendre le matériel de construction de M. Kallo, il ne m'a rien donné, moi aussi tout ce que je vais obtenir ici, il ne va rien avoir. Mais il y avait cette discussion au camp là-bas, dans les bureaux notamment du colonel Pivi.
Donc on se querellait là-bas pour se partager du butin. Du butin. Mais, Monsieur le Président, ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que le président Moussa Dadis, en prenant le pouvoir, il avait promis aux Guinéens ceci, qu'il n'avait pas l'ambition de s'éterniser au pouvoir, qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Et lui, et aucun autre élément membre du CNDD. C'était ça le plus important. Mais, Monsieur le Président, le jour où il a tenu un meeting à Blobigny, un meeting pendant lequel il a affiché sa position en disant que si je veux, je ne me présente pas. Mais si je veux, je me présente parce que je suis guinéen comme tout le monde, je vais ôter la tenue. C'est là où, Monsieur le Président, il y a eu la pomme de discordance entre lui et la société civile et les partis politiques. C'est là-bas. Parce que la société civile avait compris, Monsieur le Président, que lui, il finira par se présenter. Pendant qu'il assure la gestion de toutes nos ressources minières. Parce que, acceptez que je vous dise, Monsieur le Président, notre pays est très riche. Nous avons des potentialités, non seulement humaines, suffisantes, importantes, mais aussi des ressources minières diverses et variées, très riches. C'est lui qui commandait tout ça là. Mais quand tu es chef de l'État, tu commandes la terre de ton pays, la mer de ton pays, l'air de ton pays. Et tous les chefs d'état-major de l'armée de l'air, de l'armée de terre, etc., etc., gendarmerie, police, tu les commandes, ils viennent, on te rend compte, tu es le seul maître, tu es le patron. Pendant donc qu'il gérait toutes ces recherches de nos mines-là, parce qu'il était le chef, les partis politiques, la société civile savaient qu'en aucun cas ils pouvaient organiser des élections et les perdre. Ils ne pouvaient pas. Mais le problème, c'est quoi, Monsieur le Président? Il avait préparé un autre plan. Que si la négociation ne passe pas, il passe par la force. La force, l'intimidation, la violence et la mort. Mais il faut que son plan réussisse. C'était ça son idée. C'était ça son plan. Il a tout fait pour faire annuler cette marche. Même notamment, il a appelé les leaders politiques, notamment M. Sidya Touré, qui lui a dit qu'il ne pouvait pas, à cette heure-là, appeler un de ses homologues pour dire quoi que ce soit. Alors, il n'avait pas le choix, sauf de passer par le plan B. Parce que les négociations n'ont pas abouti. Le plan B, c'est le massacre, Monsieur le Président. C'est le massacre, le plan B. Il avait déjà préparé le terrain. Il avait déjà préparé le terrain. Et, Monsieur le Président, pour vous dire qu'il était le seul chef, quand il a pris le pouvoir, il a commencé d'abord par poser des actes forts, de prendre des décrets, limoger tous les généraux, et nommer par décret, Monsieur le Président, un commandant du régiment, feu colonel Aïdor, et son adjoint, Sa Alphonse. Il a nommé par décret les ambassadeurs, tous les ambassadeurs de Guinée accrédités dans les autres pays. Il a nommé ses ministres. Donc c'était l'homme fort. Mais puisqu'il avait échoué dans les négociations et qu'il fallait passer, Monsieur le Président, au plan B, à l'offensive, au massacre, il avait ordonné le recrutement des miliciens, des recrues de Kalea. Il y avait d'autres personnes
à qui il donnait ses ordres et qui les exécutait à la lettre et lui rendait compte fidèlement. Les gens qui étaient chargés de ça, Monsieur le Président, lors des débats ici, on en a largement parlé. Largement parlé. C'est M. Gono Sangaré qui est en fuite, qui n'est pas là. C'est M. Blaise Goumou, c'est eux qui géraient les recrues à Kalea. Ça a été dit ici au débat, c'est acquis. Et parmi ces recrues-là, c'est le colonel Blaise Goumou qui est allé un jour avec une liste sélective pour prendre un certain nombre de personnes qui allaient dans le futur remplacer la garde présidentielle. La garde présidentielle. Vous savez, Monsieur le Président, quand le général Sano est passé ici, il avait dit que la garde présidentielle n'est pas commandée par lui. La garde présidentielle relève directement du président de la République. Alors, cette garde-là, le remplaçant de cette garde avait été préparé. Et c'est M. Blaise Goumou qui avait la liste des personnes qui devraient remplacer les éléments, tous les éléments de cette garde. Et le passage de M. Soumaoro nous a édifiés ici, parce qu'il faisait partie des recrues de Kalea. Il a été formé avec eux. La liste a été lue devant lui par M. Blaise Goumou. Donc, Monsieur le Président, il est passé à l'offensive, au plan B, en massacrant sa population. En massacrant sa population. Je vous disais à l'entame, Monsieur le Président, que le nombre de victimes n'est pas connu. Pas du tout. Il y a eu des blessés. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes, Monsieur le Président, étaient en haute mer. Il y a eu des femmes détenues en esclaves sexuels au camp Alpha Yaya. Mais ce qui est abominable, ce qui est barbare, ce qui est crapuleux, Monsieur le Président, c'est le fait que parmi ces femmes-là, au stade, ont été non seulement victimes de viol, mais aussi après le viol, ces éléments-là de Kalea et les éléments de la garde présidentielle, ils ont pris des armes, ils ont mis dans les parties intimes des femmes, ils ont tiré une balle, ils ont ramassé les corps, et tous les corps. Ils sont allés les déchiqueter comme le boucher déchiquette 1 kilo de viande. Ils ont mis ces différents morceaux de corps humains-là dans les différents sacs. On a donné ça à des féticheurs. Monsieur le Président, c'est le comble de la bestialité. C'est le comble. La Guinée a connu trop de crimes, c'est vrai. Mais un crime de ce genre, on n'en avait jamais entendu parler. Des gens ont été pendus ici, c'est vrai. Privés de l'eau et de nourriture, c'est vrai. Mais, Monsieur le Président, assassiner, tuer, détruire, déchiqueter le corps de la victime de cette façon et mettre la chair humaine dans des différents sacs donnés à des féticheurs, c'est pour la première fois que la Guinée a connu ça, Monsieur le Président. C'est atroce. C'est atroce.